Bonjour à tous, nous sommes Mathilde et Océane et dans le podcast La Bulle, nous explorons l'univers fascinant de la santé, de l'entrepreneuriat, du yoga, du sport, de la maîtrise respiratoire, de la science et de la philosophie. Ces trajectoires singulières nous ont conduites à croiser des figures incroyablement passionnantes. Chaque semaine, à travers ce podcast, nous souhaitons partager ces rencontres et mettre en lumière les voix qui nous ont influencés. Plongez avec nous dans ces conversations inspirantes. Et nous voilà, début 2024, pour ce 10e épisode du podcast. On n'a pas beaucoup posté en décembre, on était vraiment bien chargés dans cette fin d'année. On a attaqué un DU, donc ça a été une fin d'année un petit peu chargée. Et on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on commence l'année en faisant une petite rétrospective sur toute cette année 2023, tous les tops et les flops de cette année-là. Pas évidemment juste pour raconter notre vie, mais surtout parce qu'on a quand même finalement accumulé pas mal d'expériences dans divers domaines qui, je pense, nous ont, en tout cas à nous, apporté quelques leçons importantes. Et si ça peut aider, que ce soit des kinésithérapeutes, des entrepreneurs dans le domaine de la santé ou n'importe qui veut se lancer dans la folle aventure de l'entrepreneuriat, je pense que ça peut toujours être intéressant. Qu'est-ce que t'en penses, Mathilde, de cette rétrospective 2023 ? Eh bien, bonjour à tous. Et effectivement, là, en faisant la petite liste avec Océ avant d'appuyer sur le enregistrer, on vient d'essayer de se remémorer un peu cette rétrospective. Donc l'idée, effectivement, c'est pas juste de vous dire « Regardez, on a fait tout ça ». C'est vraiment de pouvoir tirer les leçons d'une année qui a été, encore plus en l'observant maintenant, là, je me rends compte qu'elle a été extrêmement riche, mais pas juste dans le bon sens du terme, quoi. Vraiment, ça a été une année très dure et très passionnante et très cool, et enfin voilà, aucun regret particulier, mais ça a été une année avec pas mal d'embûches. Et je pense qu'effectivement, pour tous les entrepreneurs, et encore plus les entrepreneurs dans la santé, c'est cool de pouvoir vous partager un peu les flops de la bulle et les tops de la bulle, en partant peut-être juste de la première base, c'est que avant tous les projets dont on va vous parler là, parce qu'on a quand même une quinzaine de points à aborder, voire plus, eh bien la bulle n'a pas cessé de soigner des gens pendant l'année 2023, donc on a essayé de compter un petit peu là à la louche. Il y a eu à peu près 20 000 séances de kinésithérapie qui se sont déroulées dans les nouveaux locaux de la bulle en 2023, et rien que ça, c'est quand même pas rien. Ça, c'est sûr que c'est évidemment ce qu'on veut garder, et c'est ce qui est le plus important, c'est que malgré toutes les galères et tout le temps pris pour essayer de progresser, on a continué en effet à avoir une équipe qui tous les jours accueillait dans la meilleure façon possible des patients tout au long de l'année, avec des belles histoires, avec forcément des guérisons, des améliorations, des projets. Donc ça, c'est vraiment ce qui nous pousse au quotidien. Ça fait partie des choses qui font qu'en effet, on continue. Clairement, si on n'était pas toutes les deux, puis toutes les trois, puis en équipe, je pense que ça ferait un petit moment qu'on serait vraiment passé à autre chose. En tout cas, Mathilde et moi, à mon avis, je suis bien sûre qu'on serait déjà partis faire autre chose. Et si en plus, on n'a pas ce plaisir de se dire que voilà, quand même, on est là parce que on donne du souffle tous les jours, et ça nous a ramené quand même 2-3 fois sur terre et en présence, pour se dire ok, allez, on continue, on se remonte les manches, même si c'est dur, on va y arriver. Ça a du sens tout ça, quoi. Oui, parce que si jamais, imaginons, c'est le premier épisode que vous écoutez du podcast, donc la bulle, c'est un cabinet de soins respiratoires. Donc ça veut dire l'équipe de la bulle a fait 20 000 séances en 2023, uniquement dédiées au souffle. Donc ça reprend, on va dire que c'est des soins intégratifs, donc qui font appel à des soins conventionnels et traditionnels, et des médecines ou des soins dits alternatifs, comme par exemple de faire appel à des techniques comme le pranayama, comme des techniques de méditation, des techniques de relaxation, de l'hypnose, etc. Mais tout ça au service d'un mieux-être respiratoire. Donc on a eu la bonne surprise là, et la bonne nouvelle en fin d'année d'apprendre qu'un patient qu'on a suivi toute l'année, qui est arrivé je crois en début d'année 2023, qui aura fait tout son parcours de soins préparatoires toute l'année, a pu être greffé donc des 2 poumons à Marseille
en décembre. Et là, on a eu un petit mail qui nous dit que tout va bien, que ça y est, il marche, il fait du vélo, il bouge, il a une bonne saturation, tout roule. Et qui part en centre de réhabilitation pour poursuivre sa sortie de l'hôpital. Donc vraiment, c'est des belles histoires, c'est pas... Enfin voilà, ça a du sens. Et effectivement, comme le disait Océane, on a eu besoin beaucoup d'y revenir dans l'année pour retrouver le pourquoi on fait tout ça déjà et pourquoi on accepte que tout le reste soit si dur. Parce que ça a du sens, ouais. Et du coup, on a ouvert ce cabinet. On en avait parlé dans les épisodes précédents de toute cette galère des travaux. Début 2024, on rentre. Ça y est, c'est les premiers jours d'ouverture du cabinet avec 2023. Ouais. 2024, ouais. Pardon. En Donc janvier, début 2024, on est 2023. Je vais y arriver. En 2023, du coup, on rentre dans ce nouveau cabinet avec en plus nouvelle équipe puisqu'on a deux super women qui arrivent avec nous, Lise et Adèle, qui commencent dès le premier jour d'ouverture. Hein. Et donc ça aussi, c'est absolument c'est incroyable à chaque fois d'arriver à agrandir l'équipe et que ce soit aussi à chaque fois on se remplit d'un super pouvoir, quoi. J'ai l'impression qu'à chaque fois on est encore plus fort. On progresse tous et c'est vrai qu'en fait je me rends compte qu'à chaque fois on a accueilli limite tout le monde un peu deux par deux, quoi. Et c'est vrai qu'en plus de les d'avoir les personnes séparées, le fait qu'elles soient à deux, j'ai l'impression qu'il y a encore plus une émulsion qui se crée, où c'est comme un binôme qui vient Oui, et puis Lise et Adèle donc ne se connaissaient pas. Nous, on les avait rencontrées séparément parce qu'on les avait encadrées toutes les deux en tant que stagiaires. Sachant que Lise venait de Belgique, donc c'était en plus un gros pari de se dire ok, elle plaque tout, elle laisse sa vie, son mec, sa famille, ses potes, elle vient juste d'avoir son diplôme, elle fait son stage et voilà, elle arrive, elle déménage et elle vient à Nice alors que rien ne l'attend à Nice hormis la bulle. Donc c'était une vraie responsabilité aussi, je trouve, quand les gens nous rejoignent, on se sent une responsabilité de se dire il faut que ça les épanouisse, il faut que ça se passe bien, il faut qu'on leur propose des conditions d'exercice dans lesquelles nous, on aurait vraiment aimé pouvoir travailler, parce que ça reste un cadeau que d'avoir des filles comme ça qui arrivent dans l'équipe. Et effectivement, le duo, on l'avait un peu sélectionné en amont toutes les deux en se disant je pense qu'elles vont bien s'entendre, parce que ça avait l'air d'être des profils qui pouvaient être complémentaires et de bien se comprendre. Et puis jusqu'à présent, la bulle, ça fonctionnait toujours par duo. Et là, ça a été encore au-dessus de nos attentes, c'est-à-dire qu'elles sont vraiment... elles se sont combinées à la perfection, elles se sont entraidées, et du coup, ça a facilité leur intégration. Elles ont toutes les deux la même rigueur à avancer vraiment petit à petit, en essayant de bien valider toutes leurs connaissances et d'avoir une progression constante, presque un peu... scolaire au début, dans leur côté, on a besoin vraiment de valider nos acquis pour tout bien assimiler. Et en fait, ça fait maintenant 1 an qu'on travaille avec elles et qu'on peut voir à quel point ça leur a permis de progresser de façon linéaire et en se serrant tout le temps les coudes. Et elles sont devenues maintenant vraiment tellement potes que rien que pour ça, ça fait plaisir d'avoir pu recruter des gens où en plus en interne il se passe quelque chose, quoi, au-delà du pro. Je pense qu'elles sont vraiment contentes de s'être rencontrées toutes les deux, quoi. Donc, et Adèle, elle sortait de l'hôpital, elle avait travaillé quelques mois après son diplôme. J'avais encadré son mémoire sur l'hyperventilation. Et ensuite, elle avait travaillé en pneumologie à l'hôpital de Nice. Et donc, pareil, elle sortait après quelques mois d'exercice, dans un cadre hospitalier, ce qui est très différent. Et si jamais il y a des kinés qui nous écoutent et qui se demandent comment on fait, eh bien, c'est important de le préciser, c'est des kinés qui sont sur un statut de salariat. C'est-à-dire que la ville de Nice étant considérée comme surpeuplée en kinésithérapeutes, eh bien, on n'a pas le choix que de salarier des kinésithérapeutes en libéral, ce qui n'est pas l'option la plus avantageuse, très clairement. Je pense que c'est pour ça que tout le monde ne le fait pas. Et c'est pas, on entend parfois, donc je préfère le préciser, que c'est de l'assistanat déguisé, C'est parfaitement légal, vous avez le droit d'avoir des kinés salariés avec vous, ce qui leur permet de travailler encore plus dans un champ comme la respiration, où la France est un désert médical dans son ensemble. Ça vaut le coup de savoir ça, c'est possible. Et ça nécessite juste des liens de confiance particulièrement bien établis entre les gens que vous recrutez et vous, quoi. C'est sûr que c'est
et un lien de confiance de la part du kiné qui va devenir salarié, puisque mine de rien, là où il est libre en tant que titulaire libéral de faire le nombre de patients qu'il veut et qui du coup sera rémunéré en fonction du nombre de patients qu'il a vu. Là, on est obligé de forcément, qui dit salariat dit salaire, donc on est obligé de fixer un salaire mensuel. Évidemment, avec un travail en comptabilité pour essayer de savoir exactement ce que ça coûte, parce qu'il y a énormément de charges malheureusement à employer quelqu'un, et des charges tous les mois, donc quasiment le double du salaire qui part dans des charges. Et en plus, on a toujours en fin d'année la petite surprise d'avoir en plus là-dessus une taxe sur les salaires. Donc en plus de ça, à la fin d'année, vous avez plusieurs milliers d'euros à verser parce que vous avez employé des gens. Donc clairement, en tout cas, en tant qu'employant, c'est franchement pas une bonne option. Déjà parce qu'on n'a pas fait ça pour être les chefs ou les boss de telle et telle personne. C'est pas vraiment pas notre délire. Et en plus parce que on a toute cette comptabilité à gérer, des contrats à vérifier, tous les mois les feuilles de paye à checker, à envoyer, à contrôler les heures, les vacances, les congés payés, etc. Et en plus énormément de charges à payer. C'est malheureusement quelque chose qui est obligatoire si on veut continuer à faire agrandir l'équipe dans les zones dites surdotées. Et d'ailleurs, on a eu un peu l'expérience pour ouvrir une nouvelle bulle. Je sais pas si c'est maintenant qu'on peut en parler, mais on a quand même eu un projet d'ouverture d'une seconde bulle, parce qu'on avait des nouveaux collaborateurs qui devaient venir travailler avec nous, et une forte demande de la part de tout le bassin cannois, l'hôpital de Cannes, l'hôpital d'Antibes, et des pneumologues en libéral, et beaucoup de kinésithérapeutes sur place qui nous disaient qu'il fallait absolument que bien qu'ils nous envoyaient régulièrement des patients venant de Cannes, c'était quand même un gros investissement de temps, et enfin la plupart des patients logistique, pouvaient c'était pas compliqué, quoi. voilà, et pareil, le fait que vous soyez spécialisé ou que vous ayez une activité spécifique, c'est pas quelque chose qui est reconnu par notamment la sécurité sociale, qui du coup ne comprenait pas pourquoi il y avait des patients qui venaient de loin pour venir faire des soins respiratoires à Nice. Sachant qu'on avait des patients qui venaient de Monaco, des patients qui venaient de Cannes, des patients qui venaient, il y a des fois, de 1 heure, 2 heures de route, régulièrement, ce qui parfois nécessitait une ambulance ou un taxi médicalisé, et ça, c'était du coup pas pris en charge par les différents organismes qui disaient, finalement, un kiné égale un kiné, il n'y a pas de spécificité d'exercice, pas de spécificité de moyens ou d'expertise différentes, donc allez au kiné à côté de chez vous. Sauf que à ça, les médecins et les patients disaient non, il faut qu'on aille chez des gens spécialisés quand on a une problématique qui le requiert. Et c'est pas du tout quelque chose qui était entendu. Donc du coup, effectivement, on s'était dit, en 2023, à peine on avait terminé l'ouverture de la bulle de Nice, qu'on avait pour projet d'ouvrir un second cabinet qui permettait de créer un accès aux soins, sachant qu'on avait fait notre petite enquête de terrain avant pour voir qu'effectivement il y avait un vrai besoin de développer des soins respiratoires sur ce bassin. Et ça nécessitait un accord d'une commission de la CPM. C'est-à-dire que d'abord, on a commencé à prendre tout le territoire et on a fait des mois et des mois de recherche pour trouver un local dans une zone dite sous-dotée, donc une zone où on pouvait s'installer sans demander en gros à personne, sans demander l'autorisation. Sauf que trouver un endroit où il n'y avait pas des fortunes à investir en termes de travaux, où il n'y avait pas non plus le local était le loyer tout simplement, on pouvait se le permettre. Qu'il soit PMR dans l'idéal, qu'il soit accessible aux personnes handicapées, qu'il soit accessible par nous également, parce que nous on venait de créer la bulle de Nice, on n'avait pas pour projet d'aller faire 1h30 de route pour aller checker un cabinet dans lequel on aurait du mal physiquement à être. Donc en plus on avait un rayon kilométrique relativement peu étendu pour se dire que il fallait que... C'est toujours la difficulté, on est assez ravis de ce qui se passe dans la bulle à l'heure actuelle, mais on a toujours la peur de se... Tu sais, quand tu fais beaucoup de projets, t'as peur de finir par être un peu à droite, un peu à gauche, mais vraiment partout, nulle part, quoi. Donc moi j'avais peur avec ce deuxième cabinet qu'on s'éparpille, qu'on devienne moins pointu, moins présent, et que du coup ça donne 2 cabinets dans lesquels on allait faire des choses, lesquels
on aurait fait des soins moyens, quoi. Donc finalement, on avait réussi, après pas mal de mois de recherche, à trouver un local qui était parfait, franchement. Local idéal, facile d'accès pour les patients, PMR, la taille qu'il faut. À côté de la gare. À côté de la gare, on avait calculé, budgété. C'était ric-rac, mais ça passait. On pouvait payer pile les charges, donc ça passait. Et sauf que c'était sur Antibes. Et que Antibes, c'est une zone surdotée et qu'il fallait faire une demande de dérogation d'installation. Exactement. Donc nous, on y croyait fort. On avait eu des échos qui nous disaient que c'était pas si difficile à obtenir, qu'avec un profil comme celui de la bulle, franchement, ça devrait aller, que les soins respiratoires, c'était bien connu de tout le monde, que en fait, il y en a pas, alors que c'est la 3e cause de mortalité en France, que c'est des millions de patients. Donc on nous avait vraiment rassurés en nous disant ne vous inquiétez pas, on revenait du congrès de pneumologie de la langue française qui rabâchait mais sans cesse que personne sur le territoire en pratique de ville n'avait créé suffisamment de structures pour accueillir les Covid longs, les patients BPCO, etc. Donc vraiment, on y allait honnêtement presque à reculons, parce que on savait que ça allait être encore beaucoup de responsabilités et donc nécessairement beaucoup de problématiques à gérer, mais en étant confiante sur le fait qu'on y arriverait, que c'était jouable, et puis surtout en ayant ce qui nous motivait également, c'était qu'on avait une liste de gens avec lesquels on avait vraiment envie de travailler, qui devaient nous rejoindre pour ce projet-là, en se disant ok, on vous promet qu'en septembre, on aura ouvert un 2e cabinet et qu'on pourra exercer avec vous dans ce 2e cabinet, la bulle de Nice étant pleine, quoi. Donc il y avait aussi un peu cette dynamique de, voilà, d'autres personnes allaient déménager, d'autres personnes allaient emménager à Nice, loin de tout, de leur famille, etc., pour pouvoir venir créer cette bulle bis à Antibes. Donc finalement... Vas-y. Non, mais ce qui est extrêmement difficile, c'est qu'en fait, c'était vraiment le serpent qui se mordait la queue pour tout, parce que on peut très bien se dire aussi, mais pourquoi elles se sont pas dit, tiens, je vais d'abord demander si à Antibes la dérogation elle va passer, ou si à Cannes la dérogation elle va passer. Pourquoi elles ont finalement pris Antibes? Parce qu'on était obligé en fait, pour pouvoir faire une dérogation, d'avoir un bail. Donc on était obligé d'avoir trouvé le local. On est obligé d'avoir trouvé un local. Donc on a cherché pendant longtemps quel local déjà c'était plausible, qu'on pouvait financer et que c'était ok. Ensuite il a fallu qu'on signe un bail avec le propriétaire. Donc je vous épargne les mois et les semaines de discussion, de négociation de loyer, parce qu'évidemment il y a toujours des histoires, le loyer qui double le jour où tu signes, enfin etc. Bref. Donc c'est un bail qui a été signé quand même chez des avocats. Enfin voilà, ça a été toute une affaire, quoi. De nouveau. On est obligé d'avoir le bail, le projet de bail ça n'allait pas, la signature. Donc parce que ça aussi, pour pouvoir faire la demande en dérogation, il fallait qu'on ait une adresse secondaire délivrée par le Conseil de l'Ordre. Le Conseil de l'Ordre ne voulait pas nous donner une adresse secondaire si on n'avait pas signé le bail. Ce à quoi on disait, mais on va pas signer un bail et s'engager financièrement lourdement dans un bail dans lequel on va même pas pouvoir exercer à cause de la CPM. Donc comment on fait? C'est bon, alors donnez-moi un projet de bail. Donc on donne le projet de bail, on a notre adresse. Avec notre adresse et notre bail signé avec l'avocat, où on a été obligé, où le propriétaire a d'ailleurs été très très cool d'accorder, on avait une mini-clause. Heureusement, on a rajouté une clause suspensive en disant si on n'a pas l'accord pour travailler à Antibes, évidemment le bail est caduc et on ne peut pas se retrouver mon Dieu, dans une situation hyper difficile d'avoir un local vide dans lequel on n'a pas le droit d'exercer, enfin formidable, quoi. Donc heureusement qu'on avait fait ça. Voilà, le propriétaire, heureusement qu'on a un projet un peu, en tout cas qui parle à certaines personnes, parce qu'en tout cas lui il a été touché par le projet et il a été ok de mettre les clauses qu'il fallait pour nous protéger, ce qui est pas marrant pour lui non plus, parce que le pauvre il a dû quand même attendre 3 mois avant de lâcher son local. Et une fois qu'on a ça, du coup, tu dois passer en commission pour savoir si tu as le droit d'exercer ou pas. Donc tu passes dans une commission de la CPM. Donc là, c'est des kinésithérapeutes, mais pas que, qui te reçoivent en visio. Donc nous, on s'est connectés, en fait. En plus, ça tombe. Donc c'est pas toi qui choisis la date, bien sûr. Oui, c'était pas obligatoire. Tu peux choisir de le faire. Nous, on l'avait demandé parce qu'on s'est dit quand même, c'est un projet qui se défend, qui s'argumente. Enfin voilà, il y a vraiment besoin de créer des soins respiratoires en France. Et personne sur le terrain, pas un pneumologue, pas un kiné, ne peut vous attester le contraire. Donc, on se dit, on y va. Globalement, on avait un peu préparé le terrain, mais vous allez voir insuffisamment, clairement.
Et donc on se connecte en se disant que globalement ça va être des confrères, des consoeurs, on va pouvoir expliquer le projet et créer une structure de soins. Donc dans un dossier de dérogation, donc ça c'est encore une fois ça a été dans l'avenant, donc non liberté d'installation, sauf pour 4 spécialités, dont la kinésithérapie respiratoire, car il manque énormément de kinésithérapie respiratoire en France. Donc on fait appel à cet argument-là avec un dossier qui doit comprendre la preuve qu'on exerce qu'on est kinésithérapeute respiratoire, donc qu'on a exercé plus de 50% je crois de nos actes. Donc il faut qu'on refasse un relevé depuis 3 ans de tous les actes qu'on a fait. Ou qu'on a des diplômes qui prouvent qu'on a une activité spécifique respiratoire. Globalement, il faut quand même montrer patte blanche sur le côté spécificité d'exercice. Des lettres de motivation, évidemment. Parce que on est spécialisé en respi, que nous, on avait le droit de s'installer normalement à Antibes. Et pas... il n'y a pas d'autre raison, en fait. La loi prévoit ça. Elle dit, pour les gens qui ont une activité spécifique, vu qu'il en manque sur le territoire, en respiration, vous pouvez. Et donc là, on s'est connecté et on a eu un échange dont on est resté honnêtement muette. Malheureusement, comme souvent, encore une fois, comme je disais, l'endroit ici n'est pas de faire de polémique et s'il y a besoin d'en faire, on en fera directement avec les personnes concernées. Mais on est du coup devant un parterre de confrères syndiqués, de confrères au conseil de l'ordre et de personnes de la CPM, je crois. Et en fait, au début, ça s'ouvre pas. La réunion ne s'ouvre pas par une discussion. La réunion s'ouvre par expliquez-nous le projet. On nous demande de défendre l'idée de la création d'un second cabinet. Donc, on a expliqué ce que globalement on vient de vous expliquer à vous, c'est-à-dire ça fait 5 ans maintenant qu'on a monté un projet respiratoire sur Nice. On a des demandes des différents hôpitaux et des patients. Enfin, on a des mails de patients qui nous disent « Je suis dans telle région, je n'arrive pas à avoir accès aux soins. » On a des courriers de pneumologues, des chefs de service de pneumologie de Cannes, des chefs de service de pneumologie d'Antibes. Et puis, on rappelle la loi qui, actuellement, est de dire si vous avez une spécificité respiratoire, normalement, vous n'êtes pas concerné par le zonage. Donc, il nous demande de préciser un peu notre activité respiratoire. Donc, on est obligé, en fait, c'est là que vous avez vraiment, si ça vous arrive, vous aurez vraiment le cul entre 2 chaises, parce que vous êtes obligé de dire pourquoi vous avez une activité spécifique. Et si vous dites ça, vous êtes obligé de parler de vous, ce qui est déjà très inconfortable, surtout quand c'est pour se justifier, c'est-à-dire que c'était à nous de dire on a tel et tel et tel diplôme, et puis on a monté tel et tel truc, et puis on occupe tel et tel siège dans des sociétés savantes, blablabla. C'est difficile d'avoir ce discours-là en ayant l'air d'être humble, puisque ce que vous défendez, c'est le fait que vous ayez un profil spécifique. Donc on a essayé de rester le plus neutre possible, mais de dire c'est ça qui justifie que on ait un profil un peu particulier dans le champ de la kinésithérapie. Et en fait, on a été reçus. En gros, pour être très très honnête, on a eu plutôt 1 heure de discussion, de procès personnel envers qui on était, envers plutôt comment ils nous trouvaient, qu'on était plutôt qu'on pensait trop être les meilleurs, qu'on était arrogante en tant que personne, Mathilde et moi-même. En aucun cas, on a vraiment parlé de la loi et du fait qu'on a une dérogation. Donc on a plutôt eu des petits procès personnels. Alors on va pas tout débattre ici, mais en gros, on nous a reproché de pas avoir fait telle chose, de pas avoir rencontré telle personne, de pas avoir adhéré à tel machin. Puis oui, de penser qu'on fait mieux, quoi. Mais bon, bref, du coup, le ton a été vite installé. En gros, les 5 premières minutes de discussion, on savait avec Océane que c'était mort et qu'on pourrait pas créer ce projet. Parce que ça se passait objectivement mal et que effectivement ça a été des attaques plutôt perso. Et puis en fait l'argument principal étant de dire de toute façon vous dites qu'il y a un manque d'activité spécifique sur ce bassin, mais c'est faux, il n'y a pas de manque de respiration et d'activité respiratoire sur Antibes. Les médecins n'ont pas besoin de plus de kinésithérapeutes respiratoires, alors qu'on avait encore une fois des courriers
écrit noir sur blanc des pneumologues d'Antibes, des pneumologues de Cannes, des pneumologues en libéral ou en hospitalier. Vous n'avez pas encore. Précisant, on avait quand même la bonne moitié. On avait une partie. Ouais. On n'avait pas tout. On avait des courriers de confrères, on avait des courriers de patients, mais on n'avait pas les courriers qu'on a eu par la suite. Donc en gros, ils nous ont dit, bon, nous, on a mené un peu notre enquête. Il y a suffisamment de praticiens respiratoires sur la zone. Donc du coup, en fait, on s'est rendu compte que quand vous voulez effectuer une activité spécifique sur un territoire, vous devez prouver que vous avez une activité spécifique, mais les gens qui sont déjà sur le territoire ne doivent pas justifier ça. Ce qui est normal en tant que tel. C'est-à-dire que finalement, là, l'argumentaire principal qui nous a été opposé, c'était de dire, écoutez, nous, on a fait une recherche. En fait, en creusant, c'était assez lunaire parce que c'était une recherche sur Doctolib. On a fait une recherche sur Google et sur Docto. On a regardé qui fait une activité respiratoire et on a trouvé 19 consoeurs et confrères. Et donc, il n'y a pas besoin que vous créiez une activité respiratoire sur Antibes. Donc nous, on disait, mais ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que c'est pas parce que sur Doctolib, on dit qu'on fait de la kiné-respi que c'est la même chose. Et c'est la kinésithérapie respiratoire, il faut le rappeler quand même, c'est dans le décret de compétence de 100% des kinés. Donc tous les kinés peuvent dire qu'ils font de la kiné-respi. Et c'est cette nouvelle loi, cet avenant-là, je crois que c'était l'avenant 5, qui disait que on allait faire une différence entre les gens qui avaient une spécificité et les kinés qui font de tout. Et en fait, en pratique, si les gens ont envie de lire la loi de cette façon, c'est-à-dire on va se contenter de lire le décret de compétence des kinés sur le territoire, vous ne pourrez pas créer votre activité, vous ne pourrez pas vous installer. Donc nous, vraiment le truc principal qui nous a été dit, c'est aller ailleurs, aller à Cannes peut-être, mais sur Antibes, en tout cas, on a cherché, à savoir qu'en creusant aussi, on s'est rendu compte que pour les gens avec qui on échangeait, la kinésithérapie respiratoire, c'était la kiné de la bronchiolite à 90%. C'est-à-dire qu'avec Océane, on essayait d'expliquer que nous, au cabinet, la bronchiolite et l'activité respiratoire pour les bébés, c'est peut-être 2%, et encore je pense que c'est généreux, 2% de l'activité à l'année. On fait très peu de soins, on en fait, mais c'est saisonnier. L'essentiel de notre activité, c'est des patients adultes qui ont des problèmes respiratoires liés à des pathologies plus ou moins graves, plus ou moins rares, où il y a des fois des difficultés respiratoires liées au stress également. Donc vraiment, le fond de notre activité, c'est pas forcément le bébé et le désencombrement. Donc on s'est aussi rendu compte qu'on parlait à nouveau pas des mêmes choses, et ça c'est très difficile. Ouais, ça a été vraiment compliqué parce que pour le coup, le texte sur lequel nous on demandait une dérogation, c'était ouverture d'un centre de réhabilitation respiratoire, et le mot utilisé dans l'avenant 5 sur l'assurance maladie pour la dérogation, c'est vraiment réhabilitation respiratoire, dans lequel ils expliquent qu'il y a une obligation de moyens, c'est une obligation de formation, que c'est une prise en charge globale. Et là, on nous parlait d'une kinésithérapie respiratoire basique. Et là, on a retrouvé les textes après, parce qu'évidemment, vous doutez bien, on a fait appel à la décision, qui expliquait bien qu'on différenciait la kinésithérapie respiratoire basique et dans le décret de compétences de base du kinésithérapeute, et qui peut éventuellement comprendre la kiné respiratoire pédiatrique, etc., mais que la réhabilitation respiratoire, elle, c'était une spécificité à part entière, avec une obligation de moyens tant au niveau du plateau technique qu'au niveau des formations complémentaires et au niveau d'une prise en charge vraiment spécifique en réhabilitation respiratoire. Et c'est ce qu'on a essayé, nous, de défendre. C'est que nous, on a vraiment cette spécificité-là, maintenant, avec un diplôme à l'appui, parce que... On l'avait pas à cette époque-là. On l'avait pas à cette époque-là. On l'avait pas à ce moment-là, et on s'est aussi... c'est toujours pareil aussi, je pense que puisqu'on est arrivé avec Océane, sincèrement, avec de bonnes intentions, c'est-à-dire qu'on s'attendait pas à ce que ça puisse être... conflictuel ou même difficile, parce que c'est tellement évident pour quiconque s'intéresse au souffle 2 secondes, ou quiconque a fréquenté un patient qui a un problème respiratoire. C'est vraiment quand on est un peu dans le domaine, on tombe un peu des nues d'avoir à prouver qu'il y a un besoin de s'occuper des gens qui ont un problème respiratoire. C'est élémentaire. Et donc on n'était pas non plus, je pense, forcément armés par rapport à l'accueil qu'on a eu, et au fait qu'on pouvait éventuellement remettre en question aussi nos motivations, parce que rapidement, finalement, les mots qui ont été employés, c'était de dire oui, mais donc vous voulez créer votre business, alors que, à nouveau, pour qui... Après, je peux comprendre que peut-être ça paraisse
naïf, mais c'est tellement pas comme ça qu'on envisage notre profession. C'est aussi pour ça qu'on n'est pas allé non plus en se bataillant. C'est pas comme si on allait et que grâce à leur signature, on allait d'un coup devenir millionnaire et qu'il fallait absolument qu'on prépare parce que cette signature allait vraiment nous rendre riches. Nous, on y allait en disant, on va encore s'endetter, ça va être chaud. En vrai, franchement, on a, je sais pas comment on va s'en sortir financièrement, mais il faut qu'on le fasse, on le fait et on trouvera toujours les solutions et on se débrouillera. Parce que c'est bien de le faire, parce que c'est juste de le faire. Et du coup, oui, voilà, c'est vrai que là, on sait qu'extérieurement il y a ça, oui, on a l'impression que peut-être c'est du business, on a l'impression que ce deuxième cabinet c'était juste parce que voilà, on est une machine à fric ou une usine. En plus, on fait du yoga, donc ouais, c'était ça aussi. On s'est rendu compte que le yoga, ça devait, ça. Mais à nouveau, tout ça, moi, je peux le comprendre. Je peux comprendre que d'un point de vue extérieur, tu connais pas les filles. Tu peux te dire que l'une comme l'autre, on peut faire régulièrement des premières impressions qui donnent la sensation que on est ultra. En fait, on est tellement investi dans notre truc et on a tellement envie de faire passer les messages sur la santé respiratoire qu'on peut pas dire le contraire. Qu'on n'a pas déjà eu un certain nombre de fois, toi comme moi, mais moi pire encore, je pense, des premières impressions et qui disaient oui, vraiment, elle se la pète, elle pense qu'elles sont les meilleures, blablabla. De penser que le message qu'on porte, on le porte à titre personnel, en tant que Océane et Mathilde qui se font mousser, alors que, évidemment, que dans nos têtes, c'est pas ça. Mais bon. Donc il y avait un peu de ça, il y avait aussi effectivement le yoga en disant voilà, c'est votre business aussi parce que votre business c'est le yoga et que du coup vous êtes un peu gourou. À Antibes vous allez trouver une population qui sera voilà, propice à ça. Et à nouveau pour nous c'est très loin, mais de la même façon je me remets dans leurs bottes et moi en sortant des écoles, de l'école de kiné, tu m'aurais dit yoga, j'aurais eu tous les a priori que eux ont à l'heure actuelle, je pense. C'est clair que si tu... voilà, il y a des fois où l'une comme l'autre, on va regarder ce qui peut se passer dans les festivals de yoga, de trucs, et tu peux avoir l'impression que c'est un milieu extrêmement barré, gourou 3000, de pseudosciences et d'emprise. Encore plus un cabinet qui a beaucoup de kinésithérapeutes. Tu peux... Voilà, si tu choisis de voir les choses d'une façon négative, en te disant c'est probablement deux filles imbuvables qui font du business et qui veulent être des gourous modernes, bah, tu peux le voir comme ça. Et en vrai, on a bien compris que c'était un peu le fond de la discussion qu'on avait. Bon, vous avez compris, cette commission s'est pas bien passée. Et donc, on a eu un premier rejet. Alors, ils te le disent pas immédiatement. Non, déjà alors ça aussi, pareil, hein, ça peut toujours aider les gens qui seront peut-être dans ce processus. Il y a pas, alors en tout cas à Nice, hein, je sais pas comment ça se passe ailleurs, parce qu'apparemment, moi je pensais qu'il y avait des choses qui étaient un peu nationalisées, mais en fait non, c'est à l'appréciation de celui qui fait et de la région qui fait. Bref, en tout cas à Nice, je crois qu'on a un mois, du jour où on a déposé le dossier, ils doivent nous donner une réponse au bout de un mois. Et on a le droit, du coup, éventuellement, de passer par cette commission et d'être entendu. Mais c'est pas du tout obligé. On peut laisser le dossier et attendre un mois et vérifier sa boîte aux lettres et se dire ça a été accepté, ça a été refusé. Donc nous, on attendait en plus tous les jours parce que vous vous doutez bien qu'avec un bail qui était signé, il fallait quand même qu'on donne un peu des infos à notre gentil proprio. Et tout ça, c'était pour situer. On était, je crois que l'audition c'était quoi, juillet. C'était juin. Et de base, on pensait commencer à payer des loyers, à ouvrir le cabinet en septembre. Donc on se disait aussi, il nous faudra une réponse bientôt pour acheter le matériel, pour commencer à se préparer, pour former les équipes, pour se préparer à ce que ça va être, quoi. Donc ça a été aussi très flou. Au bout de plusieurs appels avec des numéros, enfin déjà pour trouver le numéro à appeler, c'est compliqué. Bref, au bout de plusieurs appels, on a réussi à savoir que de toute façon la réponse, il y avait pas de date, parce qu'à chaque fois on nous disait vous allez passer dans la prochaine commission. Enfin toutes les semaines on attendait, on savait pas. Et en fait c'est tout simplement qu'au bout d'un mois, apparemment ils reçoivent le dossier. Au bout d'un mois ils doivent nous donner une réponse. Donc au bout de un mois et une semaine, on a reçu par courrier le refus de cette installation, motif offre suffisante sur la région, et qu'on a le droit de contester du coup ce motif. Donc là en effet on s'est un peu remonté les manches et on a prouvé par A plus B avec différents textes de loi la différence, comme on vous le disait, entre kinésithérapie respiratoire et réhabilitation respiratoire. Donc il prouvait que sur le territoire on était quand même il y avait 4 centres de réhabilitation respiratoire, dont la Bulle à Nice, donc aucun sur la région sud.
Ensuite, on a obtenu des courriers donc cette fois-ci, l'ensemble, ou presque l'ensemble, des pneumologues, mais surtout des chefs de service des hôpitaux principaux concernés, parce que ils expliquaient bien que il y avait un manque terrible de soins sur le territoire, que les patients étaient réhospitalisés parce qu'ils n'avaient pas de soins en libéral, et que du coup ils revenaient à l'hôpital parce qu'ils se dégradaient, parce qu'il n'y avait pas suffisamment de rééducateurs. Donc ça a été des courriers écrits noir sur blanc, transmis. Pareil, il a fallu, alors c'est très bizarre parce que vous prenez une carte de France, vous comprenez très bien qu'entre Cannes et Nice, il y a Antibes. Donc nous, on avait dit que si on créait un centre à Antibes, ça allait aussi aider les gens de Cannes, parce que ça nous rapprochait de Cannes. Et ça avait été quelque chose qui également avait été nié par la commission en disant non, c'est 2 bassins bien différents. Ça va pas les aider. Donc on a eu également des courriers des chefs de service de Cannes qui nous expliquaient que bien sûr que si c'était Antibes, c'était déjà plus proche, donc c'était mieux pour leurs patients, et que oui, il y avait besoin de créer des centres de soins respiratoires. Donc à nouveau, l'histoire est pas toute noire, c'est-à-dire qu'on s'est aussi rendu compte que dans l'adversité, les différents intervenants et les différents professionnels de santé qui sont pas... tous les jours, on n'est pas en lien direct avec... les pneumologues des autres villes, étaient extrêmement soutenants, et que finalement on défendait un seul et même but, c'est-à-dire l'accès aux soins pour les patients, et évidemment que là-dessus on est tous fédérés autour de ça en se disant il faut... ça va arranger tout le monde, quoi. Ça va arranger les patients, mais ça va aussi arranger les médecins qui vont avoir moins d'hospitalisation à gérer, qui vont avoir moins d'exacerbation à gérer. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie bienveillance du terrain, ça c'est sûr. Et donc on a monté un dossier avec cette fois-ci tous ces courriers, et puis on s'est fait aussi auditer par un organisme qui est validé par l'ordre et qui est apte à délivrer des VAE, donc des validations des acquis de l'expérience, pour une bonne fois pour toutes, noir sur blanc, dire que nous avons une spécificité respiratoire, parce que même si ça fait 10 ans qu'on fait que ça et qu'on a pas mal de formations complémentaires sur le sujet, ça suffit pas. Donc voilà, là on a eu la VAE qui finalement, à nouveau, quand tu veux la faire enregistrer, on te dit il n'y a pas vraiment de listing en fait pour les enregistrer, merci de nous l'avoir transmis, mais il n'y a pas, a priori pour le moment, mais ils nous ont dit que c'était un projet, un service de l'ordre que tu pourrais appeler en disant ok, qui sont les kinés spécialisés respiratoires ou avec une spécificité respiratoire sur un territoire. Il n'y a pas ça. Donc on savait pas trop quoi en faire de cette VAE, mais on s'est dit que c'était toujours quelque chose qui allait apporter de l'eau à notre moulin. Ça aussi, c'est quand même important de remettre en lumière ça, où d'un côté, on a pu être, depuis le début de notre activité à la bulle, interpellé sur le fait que, attention, faut surtout pas que vous disiez que vous êtes spécifique respiratoire. Ça, vous n'avez pas le droit. Vous êtes comme tous les autres kinésithérapeutes, et puis voilà. Il y a que l'ordre qui peut attester selon certains diplômes que peut-être oui vous avez une spécificité respiratoire. D'un autre côté, on fait la démarche pour avoir un diplôme validé par l'ordre qui étiquette bien le fait que nous sommes spécifiques respiratoires au vu de notre expérience et des diplômes qu'on a. Et quand on veut le faire enregistrer par l'ordre pour être étiqueté comme ils nous ont demandé spécifique respiratoire, là on nous dit oui, non, mais après si vous voulez savoir qui sont les kinésithérapeutes qui sont spécifiques respiratoires, il suffit de regarder sur Doctolib. Oui, à nouveau, on nous a redit ça c'est vrai, de façon officielle, en nous disant c'est sur Doctolib qu'on regarde. Donc en fait, on a eu cette sensation très bizarre d'avoir beaucoup de choses qui étaient exigées de nous, en nous disant vraiment va falloir montrer patte blanche, va vraiment falloir nous expliquer que vous êtes très spécifique, etc. et très rigoureux. Et qu'à l'inverse, quand on demandait en face de la rigueur et de la... Ouais, on s'attendait à vraiment une vraie éval de fond, quoi. On a été assez surpris de se rendre compte que finalement, on pouvait nous répondre que Doctolib était le gold standard des gens qui allaient définir si oui ou non on avait le droit de soigner dans telle ou telle région. À nouveau, l'idée, c'est pas pour Océane ni pour moi, je suis toujours obligée de le faire, ce disclaimer, mais de dire qu'on est les seuls à savoir faire de la kiné-respi, qu'on est les meilleurs à savoir le faire, blablabla, c'est pas le cas. Mais ce dont on s'est rendu compte, c'est que vraiment la valeur qui était très chère à tout le monde là sur ce sujet-là, c'était l'égalité. On voulait vraiment mettre tout le monde égaux, ne surtout pas faire de différence entre un kiné et un autre. Et que du coup, même si dans la loi c'est écrit que si vous avez une spécificité et donc une spécialité, parce que sur le fond c'est ça, une spécialité d'exercice, eh bien très bien pour vous, ça marchera au bouche à oreille et les patients qui ont la chance d'être pas trop loin de vous pourront aller se faire soigner pour une kiné vestibulaire, une kiné périnérale, une kiné pédiatrique, etc. Parce que, encore une fois, quand on a une spécificité, on voit très bien les limites de son savoir, donc même si on n'en a pas, c'est pas le principe, bref.
Mais nous qui sommes plus dédiés à la respiration, on voit très bien tout le reste qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne connaît pas, et c'est pas grave de le dire, on n'a pas honte de le dire qu'on ne sait pas. Je sais pas prendre en charge un bébé avec un trouble neuro, comme Charles, notre collègue qui viendra bientôt dans le podcast, sait le faire. Il est remarquable sur son analyse des gestes et des mouvements dits anormaux, j'en suis incapable. Donc bref, le sujet c'est pas de dire qu'on est les meilleurs, on s'en fout. Le sujet c'est de dire que si vous avez un profil particulier et que vous voulez créer des soins particuliers avec des patients où c'est établi par A plus B que ce que vous faites ça marche, c'est validé scientifiquement, et les prescripteurs vous y encouragent et les patients en témoignent par écrit le besoin, et ben c'est pas pour autant que vous aurez le droit de le faire. Et ça vraiment ça a été une vraie leçon cette année, et une leçon de détachement aussi, de se dire ok, ça, pour Océane et pour moi ça va être de la philo mis en pratique. Il va falloir qu'on soit capable de pas en faire une affaire personnelle, parce que je crois pas que c'est une affaire personnelle, et de se dire ok, c'est le marqueur d'une dysfonction d'un système qui fait que on n'est pas collectivement au service du patient qui a une souffrance respiratoire sur ce territoire, et du coup de se rendre compte aussi d'un certain amateurisme administratif et d'une toute puissance, parce que finalement avec Océane on a fait ce dossier qui nous a pris un temps énorme, vous pouvez pas savoir l'énergie vraiment que ça prend de faire ça. On a renvoyé ce dossier et on a eu... Non, on a même pas en fait, vous avez même pas de réponse. On sait pas si le dossier il a été reçu ou pas reçu. Si, on a eu 2 mois plus tard une réponse. On a eu 2 mois plus tard une réponse qui disait si vous avez pas de réponse dans un mois, considérez que c'est non, quoi. Évidemment, on n'a pas eu de réponse. Et on n'a jamais eu de réponse. Ça aussi, c'est quand même spécial. D'habitude, c'est quand vous avez pas de réponse, c'est que c'est ok, quoi. Là, quand vous n'avez pas de réponse, c'est non. Ça veut dire que si jamais votre dossier il passe à l'AS, qu'on vous tout simplement c'est oui, mais on oublie de vous envoyer le courrier, c'est non. Moi on m'a appelé plusieurs fois depuis en me disant il faut juste que vous nous redonniez votre RIB pour votre nouvelle installation sur Antibes, et je disais mais c'est-à-dire parce qu'on nous a dit non. Ah alors attendez, on va vous rappeler donc c'est bref, c'est quand même un sketch qui au milieu encore une fois donc certes nous on a une autre activité, mais on avait quand même investi évidemment du temps et de l'argent dans ce projet-là. Il y a aussi au milieu de ça quand même un manque de soins, et honnêtement, même s'il y avait, comme précisé, 11 kinésithérapeutes sur Antibes qui pratiquaient de la kinésithérapie respiratoire, honnêtement, ça serait pas, c'est très bien, génial, mais c'est pas assez. La 3e cause de mortalité juste pour la BPCO, il y a énormément de maladies respiratoires. Même 11 kinésithérapeutes sur Antibes, ça suffirait pas de toute façon. Donc c'est juste que voilà, d'un côté on nous dit quand même avec des lois noir sur blanc que il y a des spécificités, qu'il faut faire tel ou tel diplôme, etc. Et de l'autre côté on nous dit que non, si vous avez marqué sur Docto, c'est ok. Bon, passons. Nous on a malgré tout, ça a encore été une leçon, rien que d'en reparler, on en est encore énervé. Mais ça a été une leçon à tirer, de se dire qu'il y a des fois aussi, il faut poser les armes et d'accepter. Avec Océane, on s'est dit, ok, franchement, c'était déjà pas un projet facile à porter, c'est pas grave, on n'en a pas besoin de ce projet-là, c'était pour faire mieux, pour plus de gens. Peu importe, nous ça nous a pas rendu malades pour le coup de se dire qu'on avait que la bulle de Nice, on est très bien là où on est, ça multipliait juste les problèmes, c'était pas un enrichissement potentiel, encore une fois on avait fait notre comment on appelle ça, notre business plan, ça nous faisait perdre de l'argent pendant 1 an et on arrivait à compte stable, donc neutre, 1 an plus tard, c'était pas l'affaire du siècle quoi. Mais c'est pas grave, on le faisait parce que ça permettait de faire du bien à des gens et on était capable de le faire, donc on s'est dit il faut le faire. Là où moi ça m'a beaucoup plus mis la pression et emmerdé, c'est que du coup on s'était engagé à y arriver avec des kinésithérapeutes qui eux donc du coup ont déménagé, donc comme Camille par exemple qui est arrivée cet été en se disant voilà je viens travailler dans la nouvelle bulle, parce que c'était le plan avec elle, on s'était dit tu viens, tu nous rejoins et tu vas travailler dans la nouvelle bulle à Antibes. Elle avait visité les locaux avec nous, elle était venue même à la signature du bail chez l'avocat, etc. C'était un projet où on était avec une équipe sur laquelle on s'engageait. Quand Camille arrive et que tu lui dis il y a pas de place pour travailler, il y a pas de nouvel endroit, je suis désolée, c'est pas du tout ce qui avait été vu au préalable, c'est hyper dur. Donc il y a une sensation d'injustice, c'est certain, et il y a aussi une sensation de soi-même ne pas être là dans les engagements qu'on
ne pas tenir ses engagements alors qu'on pensait y arriver. En fait, on pensait tellement qu'il n'y avait pas de raison valable qu'on n'y arrive pas, qu'on allait y arriver. Et en fait, il y a des choses qui sont pas forcément accessibles. Oui, de toute façon, voilà. À partir du moment où la décision, elle est pas sur des faits réels et que qu'il y a aucune objectivité dans la décision, vous êtes dépendant de, voilà. Ça c'est le cas dans plein de choses. Hein. C'est le cas quand vous prenez un PV avec un policier. Je crois que c'est le cas dans beaucoup d'administrations. C'est le cas dans les décisions comme ça. Donc c'est encore une fois, on a un super. Enfin, c'est pas comme si c'était notre seul et unique projet. On a déjà la chance d'avoir ce qu'on fait à Nice. Enfin, la chance qu'on s'est créé, parce que c'est énormément de travail et d'embûches pour y arriver. Mais ce qui a été pas mal quand même, c'est que je sais pas si c'est tout de suite le moment d'en parler. Je pense que ce sera l'objet d'un autre podcast, mais à l'issue de tout ça, la CPM ne nous a pas tout de suite abandonnés. Hein. On a eu un petit courrier pas très longtemps après. Oui, donc on va continuer à en parler également, mais ça, je pense que ça vaudra également un autre podcast, comme tu le dis. Mais en tout cas, ce qui nous a marqué là, je pense, c'est aussi le côté très peu humanisé et qu'on va retrouver dans le deuxième contrôle de la CPM dont on va parler maintenant. Mais c'est-à-dire que vraiment, c'était la seule fois où on a eu accès à des humains en face. C'est 30 minutes peut-être de discussion qu'on a eu cet été. On n'a pas de date. Et après, impossible d'avoir quelqu'un au téléphone. Les courriers, ça répond pas, ça te dit même pas s'ils sont arrivés ou pas. Et le seul courrier que tu reçois, c'est de dire, on prendra une décision et si on vous donne pas de réponse, c'est que c'est non. Pas bon. Et puis, du coup, t'as pas de réponse. Puis voilà. Donc, non. Évidemment, on a lâché le bail. Il y a plus de projet à Antibes. Il y a plus de projet de second cabinet. Et clairement, on a décider de réorienter nos énergies sur d'autres choses que de créer de l'accès aux soins à plus grande échelle. Moi, j'avais cette idée-là en tête depuis pas mal d'années de me dire, il n'y a pas de raison, on ne sera pas que local, on va pouvoir créer des soins respiratoires ailleurs en France. C'est une idée qui est complètement sortie de ma tête à partir de là. Je me suis dit, c'est terminé, je veux plus jamais avoir affaire à de l'administration. Ça a été une accumulation. Ouais, et puis on a fait quand même pas mal entre le collège citoyen, les rendez-vous avec les avocats, cette expérience-là, on a fait quand même pas mal de choses pour essayer de voir comment on pouvait justement encore une fois, tout simplement créer un deuxième cabinet. On n'a pas dit qu'on faisait une marque, une franchise, qu'on lançait un matériel, qu'on s'associait avec une multinationale dans la santé, etc., etc. Juste se dire, ok, comment on peut ce modèle est très dur à mettre en place, on a demandé beaucoup de temps et d'investissement, ça fonctionne, ça roule, comment on peut éventuellement en faire bénéficier d'autres praticiens kinésithérapeutes et d'autres patients. Non, tant pis. Hein, Oui, parce que ce qu'on n'a pas raconté là, mais qui est toujours intéressant à savoir aussi, c'est que avec Océane, on s'est dit, on va prendre rendez-vous avec des avocats des affaires, je crois, à Paris, qui ont une très bonne et très grosse réputation, qui vont pouvoir nous aider à nous conseiller sur tout ça. Donc c'est des gens qui ont accompagné des dentistes, par exemple, qui ont créé, des plus ou moins franchises, des laboratoires d'analyse médicale, etc., qui se sont mis en lien et en réseau. Donc on s'est dit, comment est-ce qu'on peut créer un réseau efficient, structuré et rigoureux de praticiens respiratoires sur le territoire. Donc on a eu plusieurs rendez-vous avec ces avocats à Paris. Je pense que ça on peut le raconter là parce que c'est pas trop long. Et donc du coup, en fait, on a fait quelques visios, on a fait un rendez-vous en présentiel avec eux. Et donc c'est hyper important, je pense, de communiquer cette info-là aussi aux kinés qui souhaiteraient avoir ce genre d'expérience. C'était hyper intéressant et clairement c'est un métier qui est tellement différent du nôtre. On était des enfants dans cette pièce, quoi, à demander vraiment aux gens de parler avec des mots simples parce qu'on n'est pas du tout éveillés sur tous ces formats de société, etc. Donc puis, nous, on a une société qu'ils ont qualifiée de archaïque, c'est-à-dire une société civile de moyens. Donc c'est vraiment un truc hyper basique et on n'est pas très pointu là-dessus, ni l'une ni l'autre, c'est pas notre métier. Et c'est vrai que, petit aparté peut-être, mais le fait d'être dans le milieu de la santé, je trouve, je me suis rendu compte quand même que ce soit pendant les visites de chantier, pendant les travaux, quand on est confronté avec un avocat, avec tout autre professionnel qui est spécialisé dans sa fonction. Nous, on a tellement été formés à essayer de vulgariser, à rendre accessible le plus possible l'information aux patients, à être empathique dans le parcours,
que à chaque fois, enfin évidemment qu'on n'arrive pas avec que des mots savants à expliquer aux patients, donc faut faire ça, faut faire avec enfin vous avez telle pathologie, etc. Et à chaque fois dans les autres professions, on se rend compte à quel point il y a pas ça quoi. Il faut alors c'est pas grave, on a appris énormément de trucs, mais à chaque fois il faut tout reposer, aller faire ses recherches, demander exactement ce que ça veut dire ce mot-là, le noter. Voilà, c'était petit aparté, mais... Donc on a eu plusieurs rendez-vous avec ces avocats, plusieurs profils. Enfin, en gros, la première partie du travail, c'était d'abord qu'il fallait que eux comprennent notre activité. Et là où ils ont assez rapidement déchanté, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'un format comme la bulle fonctionne avant tout sur de l'humain. C'est-à-dire que l'atout de la bulle, c'est les gens qui travaillent à l'intérieur. C'est pas le matériel, c'est pas un process tout fait, c'est vraiment la formation rigoureuse des gens qui travaillent dedans, leur intention, leur force en tant que groupe, et que du coup c'était pas exactement la même chose que ce qu'ils avaient pu structurer par le passé, où leur taf ça avait presque été de se dire ok, on diminue l'humain et on va augmenter la partie qu'on peut déléguer à des gens qui n'ont pas forcément les mêmes diplômes ou à des machines. Nous, c'était tout l'inverse. On se disait non, on veut continuer à faire, si c'est possible, de la qualité. Donc, on va pas retirer des humains, on va pas retirer des kinés. Et il faut que ce soit éthique pour le patient, mais éthique pour les salariés également. Donc, comment on fait pour que tout le monde soit gagnant dans cette histoire ? Et donc, finalement, après, je sais pas, 1 mois à peu près d'échanges, mais ça a dû être 5 ou 6 réunions, eh bien, on s'est rendu compte que ça pouvait pas matcher sur la bulle, pas en France en tout cas, et que c'était un modèle qui était exportable potentiellement à l'étranger, mais ça nous intéresse très moyennement, mais qu'en France ça allait être trop difficile parce que tout est fait pour qu'il y ait pas ce genre de structure dans la santé. Oui, et honnêtement, c'était aussi un modèle économique qui était viable. Ça veut dire que ça tournait, les salariés avaient des salaires, l'électricité était payée, mais ça donnait pas suffisamment d'argent pour que ça intéresse vraiment des levées de fonds où eux, ils avaient besoin d'avoir énormément d'argent. Quoi. C'est que tu peux pas faire une levée de fonds sur un format comme la bulle qui finalement soigne des gens et paye les gens qui travaillent dedans, mais ne fait pas de... Enfin voilà, Océane et moi, on n'est pas en train de s'enrichir sur la bulle de façon démesurée, enfin même de façon tout court en fait. C'est pas quelque chose sur lequel tu peux investir et te dire ok, je vous ai donné 50 000 euros et je vais récupérer 1 million dans 10 ans quoi. Mais pas du tout sur une société comme ça. Donc c'est sûr que pour une levée de fonds, c'était compliqué et que nous, avec nos petits moyens et madame tout le monde en allant à la banque, on n'allait pas avoir des fonds suffisants pour créer des structures comme ça. Et ce qui nous intéresse particulièrement avec Océane, c'est de se dire que si on crée des bulles, on veut que ce soit toujours la même expertise, toujours la même rigueur et que ce soit pas délayé et dilué et moins bon parce que ça se multiplie, entre guillemets. Alors de nouveau, on va dire, vous pensez que vous êtes bonne, machin. Bon. On pense que on essaye de faire de notre mieux au quotidien et que ça nous demande des efforts constants et que du coup, si on peut pas contrôler entre guillemets, du temps pour apprendre les choses. Voilà, ça prend du temps et c'est pas évident quoi. Donc on se disait, on va pas créer des trucs, mettre le nom la bulle pour après que y ait des zones où on puisse pas aller et que quand on y retourne 6 mois plus tard, on se dise putain mais c'est pas du tout ni l'éthique ni la rigueur ni ce qu'on voulait y mettre initialement quoi. Ça c'était inenvisageable. Donc finalement, la réponse a été de dire ok les filles, finalement votre structure et votre structuration ne peut pas être faite pour aller ailleurs en France pour le moment. C'est trop tôt. Ce que vous devriez faire, c'est faire une société de formation et nous on se recontacte plus tard pour éventuellement poursuivre votre projet quand vous aurez déjà avancé et éventuellement créé 2 bulles pour montrer que déjà c'est possible d'en avoir 2 et d'en gérer 2 de qualité sur la région. Donc vous avez bien compris qu'en faire 2, on n'a pas réussi. Et du coup, il y a eu un dernier mail de l'avocat. Donc nous, tout le temps, on posait la question, parce que quand on a été reçus dans les locaux de ces avocats, vous imaginez bien les locaux immenses. Enfin, franchement, c'était... comment c'est le truc avec les Invincibles, là? Non, les... Ah oui, oui. Le Pixar, là, tu sais? Oui. Je sais plus. Bon, avec moi, j'ai méchant, non? Ouais, non, mais bon, bref. Tu sais, un local immense, enfin, vraiment l'accueil où il y a un tout petit bureau au milieu et puis sinon tout est démesuré en plein Paris. Moi je me suis dit les gars, je pense que je peux pas payer vos services quoi, c'est pas possible. Donc on avait beaucoup insisté sur le fait que nous on n'était pas riches et qu'on n'allait pas pouvoir payer des services d'avocat de Total quoi. Et il nous avait dit vous inquiétez pas, si on fait une levée de fonds, on prélèvera
les sous sur cette levée de fonds, etc. Il s'avère que finalement, ils nous disent plus tard, bon bah voilà, il y aura pas de levée de fonds de fait. Nous, on se propose d'aboutir à une structuration intéressante de la bulle moderne, etc. Et que on vous fera un forfait qui a vraiment un tarif d'amis incroyable qui sera de 5 000 euros. Du coup, nous, voilà, on se dit ah bah ok, on imagine que c'est un vrai cadeau. Donc dans notre élan avec Océane, ayant confiance dans les gens à qui on avait affaire, vu qu'on avait eu 5 ou 6 réunions avant, on leur a envoyé un mail en disant bah merci beaucoup, on se rend bien compte on imagine que c'est un cadeau. Vous imaginez bien que pour un kiné avec des honoraires à 35 euros en séance brute, la moyenne, c'est pas... Voilà, ça va déjà mettre un petit moment pour se financer, mais on se disait, bon voilà, ce sera fait une bonne fois pour toutes, merci beaucoup de nous aider, quoi. Et en fait, finalement, quelques mois plus tard, on a reçu un courrier qui disait, bon bah voilà les filles, maintenant il faudrait nous payer les 5 000 euros. Et nous, on leur a dit, bah on n'a pas de structuration, on est toujours une ECM, on n'a pas de... c'est un forfait pour nous accompagner. Et eux nous ont dit, non, c'est un forfait pour les réunions qu'on a eues là, qui n'ont débouché sur rien. Au final, nous, on n'a rien du tout. On n'a pas avancé. On a juste avancé sur le fait que, bref, voilà, qu'on va pas faire les projets qu'on avait en tête. On a avancé sur le fait qu'on n'avance pas. C'est bien, faut avancer. Et donc, du coup, on a dit, bah non, mais là, c'est pas possible. On peut pas payer 5 000 euros pour rien. Donc, on s'est un tout petit peu renseigné. Mais encore une fois, nous, on n'est pas des... Enfin, d'une, on n'est pas passionnés par tout ce bazar-là. Et de deux, on n'est pas armés pour ça. Donc on a un peu regardé si normalement un avocat peut faire ça. Alors on a vu qu'il y avait des gens qui faisaient signer normalement des conventions d'honoraires. T'es censé avoir quelqu'un qui te dit ça va te coûter tant la réunion, tu signes, tu te mets d'accord. Nous on n'a pas eu ça. Donc on a dit non mais c'est pas possible. Bon finalement on a réussi 1 an plus tard à négocier le fait qu'on paye 1 000 euros, donc toujours pour rien. Donc on a payé 1 000 euros pour les conseils de dire qu'on ne pouvait pas avancer. Donc je pense qu'à nouveau c'est une leçon et c'est quelque chose qu'il faut apprendre. De nouveau, il faut pas en faire une affaire personnelle. Je pense vraiment pas que c'est ni contre Océane ni contre moi. Et d'ailleurs, nous, on vous raconte pas pour se dire que c'est contre eux. De toute façon, on donnerait évidemment jamais des noms. Mais voilà, vous pouvez vous mettre dans des situations difficiles parce que en fait, vous voyez pas venir potentiellement l'idée même que ça puisse se passer comme ça. Enfin, voilà, on apprend petit à petit et ça aura fait partie aussi des nouvelles leçons de 2023 que, en fait, même si on vous fait pas signer un devis, on peut vous demander de l'argent et que, en fait, c'est pour ça que j'avais insisté sur le mail où on disait merci beaucoup pour ce cadeau. C'est ce mail-là qui, a priori, d'un point de vue légal, compte pour signature. Donc, le fait qu'on ait dit merci de nous accompagner, nous, on pensait qu'ils allaient nous accompagner, en fait, le mail pouvait sous-entendre merci de nous demander 5 000 euros, donc c'est comme si on avait signé un devis. Donc voilà, deuxième douille. Ça devait pas être complètement ok, puisque sinon ils nous auraient pas baissé les honoraires. S'ils sont avocats, etc., blablabla. Si vraiment on leur devait 5 000 euros, ils nous auraient demandé 5 000 euros, ils nous auraient pas dit bon bah allez on vous fait une ristourne. Donc on s'est retrouvés à négocier en fin d'année, au bout de notre vie, en essayant de régler tous les autres problèmes et toutes les autres factures, à devoir se faire taxer, franchement, honnêtement, sans avoir eu on leur a demandé quand même, est-ce qu'on a eu un résultat, est-ce que vous pouvez nous envoyer ce résultat, parce que peut-être qu'on n'a pas compris et qu'en fait vous nous aviez fait un tableau ou un écrit et ils nous ont répondu premier degré oui, dans la réunion que nous avons eue dans nos locaux, on vous a donné la feuille de paperboard sur lequel on avait écrit les différentes structurations, donc feuille évidemment qu'on n'a pas. Et puis j'avoue que d'un point de vue à nouveau, c'est peut-être parce qu'on est con d'être kiné, tu vois, je sais pas, hein. Mais peut-être que quand tu travailles une demi-heure à bref, pas beaucoup, bah oui, ça paraît fou de dire à quelqu'un vous me devez 1000 balles parce que je vous ai écrit une feuille de paperboard, mais à nouveau, c'est une leçon, il faut sortir de notre milieu, ça c'est clair que du coup on en est sorti. On est allé se confronter à différentes difficultés cette année. Moi, je suis juste un peu déçue qu'on l'ait pas vraiment cette feuille parce que vraiment, je pense que je l'aurais encadré. Ça aurait été un trop beau souvenir pour la bulle, un espèce de gribouillis écrit sur une feuille. Enfin, ça aurait été ouais. Bah, ce serait notre plus belle œuvre d'art parce qu'on n'a pas de tableau à 1000 balles dans la bulle, hein, je vous le dis. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Je sais pas si on peut le défiscaliser. Mais... Donc voilà, bon, vous nous entendez, on en rit de tout ça, maintenant ça va, mais à nouveau, encore une fois, heureusement qu'on est deux. C'est-à-dire que si dans ces différentes situations, moi j'avais pas le regard d'Océane, moitié
moitié outrée, moitié surprise et moitié désespérée dans le mien à chaque situation. Franchement, les gars, ok, effectivement, j'aurais viré pour être juste gourou, quoi, vous voyez ? Ce serait plus facile que de se bouffer. C'est-à-dire que je pense que quand tu veux vraiment un peu tricher ou faire le mal ou machin, quand tu te prends des remontrances, tu dis c'est pas grave, je me suis pris une droite mais je vais en remettre 2, tu vois. Nous vraiment, on est encore cucu les petits oiseaux à essayer de faire bien, à penser que tout le monde est gentil et que si on fait on a encore cette espèce de truc de la santé, quoi, à partir du moment où de ce sacerdoce, quoi, à partir du moment où on veut faire du bien et soigner les gens. On imagine que personne voudra nous faire du mal. Ouais, mais ça marche pas comme ça. Et c'est pas grave, et je pense que franchement, on est beaucoup plus adulte en début 2024 qu'en début 2023. On a encore 1 milliard de trucs à vous raconter sur cette rétrospective, parce que vraiment, ça a été une très grosse année. Plein de trucs hyper cool à vous raconter. On va pas faire que se plaindre. Mais ça sera l'épisode flop, quoi. En gros... On a quoi encore? Non, attends, on a encore un flop. Ouais, on a encore un flop. Oh merde. Donc, on va continuer à vous raconter ce qui s'est passé en 2023. En tout cas, continuez à faire des projets, continuez à entreprendre, continuez à y croire, mais armez-vous un peu, parce que, en fait... on vous attend pas, ou au contraire, on vous attend de pied ferme. Et puis, on reste quand même à se dire que les choses arrivent pour des bonnes raisons, n'arrivent pas pour des bonnes raisons. On est hyper alignés et hyper fiers de notre année 2023, et on a tellement appris dans chaque galère comme dans chaque réussite. Donc c'est l'entrepreneuriat, c'est comme ça, c'est les montagnes russes, mais... C'est ça, c'est pas pour vous dire que c'est le podcast de l'amertume, c'est juste que par contre, je pense vraiment... parce que là, tu vois, on pourrait se dire pourquoi vous racontez ça, vous allez encore avoir des problèmes, vous allez être convoqué à l'ordre dès demain et convoqué par je sais pas quoi. On se dit que de façon anonyme, on peut en parler parce que ça reste des vraies leçons, parce que ça reste du concret, et que ça peut pas non plus rester... Enfin, tu vois, ok, on a vécu des situations injustes, je pense que c'est pas en plus en les rendant... toute discrète et de pas en parler et de limite en faire un sujet tabou, on n'en a pas honte d'avoir échoué, quoi. Donc on a échoué sur certains trucs et effectivement on est aligné avec ça. Voilà, si ça peut aider d'autres. Parce qu'honnêtement, nous ça a été bien, on était toutes les deux, mais ça a été bien une galère de se dire ok, comment on fait une dérogation d'installation si rien qu'on a donné quelques éléments, ou si après vous voulez nous poser des questions ou quoi. Spécifiquement sur ce sujet-là. Pour le coup, maintenant, ce qui est bien, c'est qu'à chaque problème, on devient des experts. Donc laisse tomber. Là, je crois qu'on a lu toutes les lois. Au niveau juridique de la spécificité en kinésithérapie, je pense qu'on est plutôt bien calé là. Dernière chose un peu triste, mais j'avoue quand même qu'on s'est fait cette réflexion-là. Une leçon de 2023, dont j'ai un peu honte, mais quand même, je vais l'assumer, c'est que je me suis dit que plus jamais, Océane et moi, ensemble, en duo, on allait se rendre face à quoi que ce soit d'administratif, quoi que ce soit de hiérarchique, parce que la petite expérience qu'on en a, c'est que malgré tout, quand il y a nous deux et un mec, ça se passe pas exactement de la même façon. Et si ce mec est médecin, c'est encore mieux. Donc c'est un peu navrant d'être obligé d'en être là, mais malgré tout, malgré le fait que ce soit nous les entrepreneurs, que ce soit nous qui ayons ces expériences-là, ces expertises éventuellement, et tous ces casseroles et ces pots cassés derrière nous, on est quand même souvent toujours accueillis d'une façon assez paternaliste. C'est les deux petites nanas, les deux blondes qui parlent vite, nanana. Il y a pas, tu dis paternalisme, mais il y a pas non plus de... C'est quoi le mot à la mode là, la sororité? Ah, il y a eu zéro sororité. C'est clair que quand t'as une femme en face de toi, elle est pas plus douce avec toi parce que t'es une femme, bien au contraire. Mais on s'est quand même rendu compte qu'effectivement maintenant, quand on a des réunions importantes, si on y va avec nos collaborateurs masculins ou avec des confrères ou des conjoints masculins et médecins, la vie ne nous en est que plus facile, et le ton n'est pas le même en fait. Le ton est... On a plus la sensation de parler d'égal à égal, là où la détermination, la révolte, la colère encore plus, en tant que jeune fille, n'est pas du tout ni légitimée ni la bienvenue, quoi. Donc voilà, nouvelle leçon de 2023, ayons des discussions mixtes, mais plus forcément Océane et moi en tête de pont, parce que franchement le ton est pas du tout adapté, quoi. Ça faudrait au moins qu'en 2024 on arrive à pas nous parler comme à des enfants de 8 ans.
le vœu pieux. Deuxième épisode qu'on va faire sur la suite de 2023 et on vous laisse là pour cette semaine. Et merci beaucoup d'avoir commencé à nous écouter en 2023 et on espère que vous serez encore plus nombreux et tout aussi bienveillants parce qu'on a des retours trop cool. En 2024, ça nous encourage vraiment et ça nous a aidés notamment dans tout ce bordel là à tenir un peu le cap.